Bien, bonjour à toutes et à tous. Vraiment bienvenue à toutes et à tous pour cette première édition de notre série de séminaires sur les grands programmes de recherche de PSL. J'avais souhaité que ces 14 grands programmes de recherche qui sont transversaux, héritiers des LABEX, lancés dans notre université, portés par plusieurs établissements interdisciplinaires pour la plupart, soit mieux connu de la communauté PSL, que ce soit par l'ensemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels administratifs, des étudiants élus, enfin de l'ensemble de la communauté, de façon à ce que nous puissions non seulement être tous au courant de ce qui est lancé, de ce qui va se faire, mais aussi que certains puissent et les rejoindre si l'information n'avait pas été suffisamment diffusée. Donc, je suis très heureux que ce premier séminaire soit ouvert aujourd'hui à travers des présentations dont je vais vous parler dans un instant. Ces séminaires sont une opportunité pour appréhender leur interdisciplinarité, les enjeux qu'ils portent pour la recherche et la société, car la plupart de ces programmes ont un fort contenu d'impact social, sociétal, sur l'ensemble de la société, et pas seulement pour l'académique et la recherche scientifique au sens propre. Et je suis entouré de Anne Christophe, qui est la vice-présidente de l'université PSL en charge de la recherche. Et elle va elle-même se présenter plus en amont et en avant lorsqu'elle introduira le sujet également. Et puis, à ma gauche, Stéphane Verger, qui est le vice-président délégué auprès de la vice-présidente recherche, chargé des arts et des humanités, qui va aussi dire un mot sur son parcours, parce que ce sont des recrutements récents dont je suis non seulement très heureux, mais tout à fait fier. Et ensuite, je tiens absolument à remercier Yuriko, qui est ici présente, directrice de la recherche, Émilie Brémond, la directrice de la communication. Ça a été un travail commun entre la direction de la communication et la direction de la recherche. Ils ont fait un super boulot pour lancer ces séminaires qui ont eu lieu régulièrement, tous les mois, je crois, et qui permettront à terme de présenter l'ensemble de nos programmes, et l'ensemble de nos programmes, y compris d'ailleurs les programmes d'amorçage que nous avons lancés, qui ont vocation à devenir des programmes à part entière. Et cela va enrichir les débats de notre communauté. Et bien sûr, je ne peux que remercier les porteurs de projets qui se sont portés candidats pour cette première session. Stéphanie Mongeon, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine PSL, membre du COPIL du programme Terrae. Elle nous dira ce qu'est ce programme. Tess Stuyver, chercheur en chimie numérique à Chimie Paris PSL, co-porteur du programme Chimaï. Et puis Mathieu Labousse, professeur de physique à l'ESPCI Paris PSL, qui est co-porteur du programme Metasoft Mater. Voilà, vraiment un grand merci. Merci à Anne-Christophe de nous dire quelques mots sur le projet. Et j'ai aussi le plaisir de remercier, je l'ai déjà fait, Stéphane Verger, qui nous dira aussi un mot de présentation. Anne. Merci beaucoup, Moub. Bienvenue à toutes et tous dans ce premier séminaire d'une série, comme vient de l'indiquer Moub. Donc, je vais vous dire un petit mot des fameux grands programmes de recherche. Yuriko va me mettre une diapo, merci. En attendant, je me présente. Donc, je suis effectivement Anne-Christophe, récemment nommée vice-présidente recherche de l'Université de PSL. Et mon parcours, c'est que j'ai fait mes recherches depuis des années à l'École normale supérieure. Ma spécialité, c'est les sciences cognitives. Et donc, en juste quelques mots, ces 14 grands programmes de recherche, plus les 4 programmes d'amorçage qui ont été sélectionnés à l'été dernier. Ici, vous les voyez regroupés en grands éléments. Hein. Donc, on a sur la gauche tous les grands programmes qui traitent de sciences du vivant, sur la droite tous ceux qui traitent de ce qu'on appelle STEM en anglais, la physique, la chimie, l'engineering, les maths, l'informatique. Et puis en bas, vous avez tous ceux qui traitent des humanités et des sciences sociales. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est qu'il y a des intersections entre ces grands champs disciplinaires. Donc, on trouve par exemple le grand programme Terrae, dont vous allez entendre parler bientôt, qui traite des transitions et qui se trouve sans surprise à l'interface entre les 3 grands champs disciplinaires.
On a d'autres grands programmes qui sont à l'interface entre sciences du vivant et ce qu'on pourrait appeler sciences dures aussi. Et aujourd'hui, donc les trois dont on va entendre parler, bien sûr Terae, celui qui est au centre, sans surprise. On a ChemAI aussi qui se trouve du côté sciences dures, comme vous le voyez, et Metasoft, effectivement, lui aussi du côté sciences dures. Et le point commun entre ces trois grands programmes, ce qui va les relier aujourd'hui, c'est que tous les trois se posent des questions sur qu'est-ce que c'est une recherche responsable, comment faire une recherche responsable, comment la recherche aussi contribue à la société. Donc voilà, j'ai hâte de les entendre parler. Je passe la parole à Stéphane. Stéphane. On peut garder la slide. Donc moi, je suis Stéphane Berger, je suis vice-président délégué pour les humanités et les arts de PSL. C'est un gros défi puisque c'est au cœur du projet du président, du nouveau projet de président, de créer des grandes entités qui montrent l'importance à la fois des humanités avec les grands établissements de Paris, l'École normale supérieure, l'École nationale des chartes, l'École pratique des hautes études, le Collège de France, mais aussi dans le domaine des arts avec les très grandes académies et conservatoires pour l'ensemble des arts et autour des arts, l'architecture, le design, etc. Donc là aussi, il y a des intersections très intéressantes entre les humanités et les arts, entre les arts et les sciences. Et donc, on pourrait avoir aussi, en dehors des grands programmes, ce même schéma à trois patates avec des intersections. Et ce sont parfois les intersections qui sont les plus intéressantes à traiter. Donc, dans les grands programmes, il y a trois grands programmes qui vont structurer les humanités, qui sont des programmes tournés vers le passé, comme les fabriques de l'antique, Making Antiquity, et puis d'autres qui sont tournés résolument vers le futur, avec Culture Lab, qui est lié aux humanités numériques, aux humanités computationnelles. Et puis, il y en a un qui est plus particulièrement lié à PSL et à toutes les collections qui se trouvent dans PSL. Donc des collections qui sont à la fois des collections comme des musées, par exemple le musée minéralogique des mines qui est très important, mais aussi des archives, des fonds d'archives tout à fait historiques, des fonds d'archéologie, des fonds de philologie, des manuscrits, etc. Donc là, il faut mettre en place une structure qui puisse gérer tout cela et qui puisse faire connaître aussi les collections et les archives, y compris les plus récentes, c'est-à-dire les archives numériques qui posent des questions très particulières. Et là aussi, donc pour les archives numériques, c'est un grand enjeu qui est un enjeu interdisciplinaire avec l'intelligence artificielle, l'ingénierie, etc. Voilà, donc alors, il faut ajouter un programme d'amorçage qui est plutôt tourné vers les arts, qui est atypique. Et j'espère là aussi que dans les prochaines années, il y aura pour les arts, pour la recherche en art, pour la pratique artistique, la recherche-création, d'autres programmes qui pourront s'adjoindre à ceci, ou bien une dimension artistique qui peut être ajouté au programme qui existe, en particulier Fabrique de l'Antique. On a eu les journées d'ouverture de Fabrique de l'Antique et la dimension artistique muséale est très importante aussi pour les humanités. Oui, très beau séminaire de lancement de la Fabrique de l'Antique auquel j'ai pu participer. Vraiment très intéressant. Je te remercie, Stéphane. Donc, on va commencer, mais je crois qu'il faut donner la parole d'abord à Vincent Petit, qui est le coordonnateur des programmes de recherche, que nous remercions beaucoup pour son action et pour la mise en place de ce séminaire. Vincent Petit, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, Vincent Petit, coordinateur des programmes de recherche au sein de la direction de la recherche de PSL. Alors, lançons dès à présent cet échange. Dans un premier temps, sur la question des enjeux de la recherche responsable, essayer de questionner les pratiques responsables dans la recherche, et cela également au travers des grands programmes de recherche qui sont représentés par les chercheurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Peut-être, voilà, Stéphanie Mongeon, je vous donne la parole pour aborder donc cette question également et présenter
ces enjeux au sein du grand programme Terrail. Merci. Merci Vincent, merci Maud. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on peut aller directement sur la question de l'objet, mais je vais le faire bien sûr par le prisme de Terrae. Alors déjà, Terrae, juste déroulons un peu l'acronyme. Terrae signifie transition environnementale par la recherche-action et l'enseignement. Donc, en termes d'objet de recherche, la transition sociale écologique est au cœur de Terrae. Donc, sur la question de recherche responsable et sur la question de l'objet, je dirais que nous, notre objet est la transition sociale écologique, donc c'est très très large, qui implique de nombreux sujets, mais c'est vraiment au cœur des questions sur lesquelles on va réfléchir, on va travailler. Mais Terrae propose une méthode pour le faire, une méthode notamment en termes de collaboration, collaboration entre disciplines et collaboration entre acteurs académiques et acteurs non académiques. Donc l'ambition de Terrae est multiple. Premièrement, c'est celle d'avoir de produire des résultats qui vont réussir à transformer, à mettre en œuvre la transition. Donc, au cœur de Terrae, on demande qu'il y ait ce dialogue et cette co-construction, ce coportage de travaux de recherche entre des académiques et des acteurs non académiques. Donc, chaque projet qui va se faire au sein de Terrae sera porté par une collaboration, vraiment extrêmement proche, extrêmement serrée. Et l'idée étant que les chercheurs construisent avec des acteurs sur le terrain qui ont des besoins avec eux, qu'ils construisent avec eux les questions de recherche et l'avancée dans la production de ces connaissances. Donc là, c'est vraiment une ambition importante et c'est pourquoi la sélection des projets qui vont se faire, j'en parlerai un petit peu à la fin de mon propos, parce qu'il y a un appel d'offres en cours et puis il y a des rendez-vous prochains qui seront importants pour justement se rencontrer et créer une communauté au sein de POSL, une communauté de chercheurs. Mais je reviendrai sur ces deux éléments peut-être dans la suite de mon propos. Donc ça, c'est une première ambition, avoir vraiment pouvoir avoir des trajectoires transformatives de nos sociétés en lien avec la transition sociale écologique. Une deuxième ambition, c'est de créer au sein de PSL, il y a une richesse, nous avons une communauté de recherche extrêmement riche, extrêmement diversifiée du fait des disciplines ou des sujets sur lesquels nous travaillons. Et donc, l'idée, c'est d'aider à nous rencontrer les uns avec les autres. Et donc, nous pensons que les questions de transition sociale écologique ne peuvent se réfléchir que de façon systémique. On ne peut pas se concentrer juste sur un aspect ou une seule discipline. Donc, il y a une nécessité d'interdisciplinarité, donc vraiment de travailler ensemble. Donc, certains collègues le font déjà, entre disciplines, mais avec Terrae, nous souhaitons vraiment inciter, convaincre, accompagner. Donc, nous avons des réunions où on va se discuter entre nous, s'écouter, comprendre les termes utilisés par telle discipline, etc., pour vraiment aussi apprendre à travailler entre disciplines de façon à faire émerger une communauté au sein de PSL, une communauté de chercheurs au sein de PSL vraiment capable de saisir et de réfléchir aux enjeux de la transition sociale écologique avec leur discipline, mais aussi avec plusieurs disciplines. Donc ça, c'est vraiment en termes, la méthode est là et c'est fondamental. Vraiment, le caractère systémique de ces questions est fondamental. Le fait de ne penser par le prisme d'une discipline, souvent, on oublie pas mal de choses. Et pour revenir à cette collaboration, cette discussion, ce dialogue avec les acteurs non académiques, il y a besoin, quand la décision se prend sur un territoire, dans un secteur, dans une exploitation agricole, par exemple, eh bien, les questions et les réflexions qui vont émerger vont être bien sûr liées à un ensemble de disciplines. On peut être sur des questions
qui vont être liées à l'agroécologie, mais qui vont être liées elles-mêmes à des questions qui vont être liées aux sciences juridiques, par exemple, ou à l'économie. Donc, il y a bien sûr, dans nos sociétés humaines, des décisions de l'ensemble des agents qui sont composés d'énormément de disciplines différentes. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, d'inviter, d'encourager les chercheurs de PSL à constituer des communautés interdisciplinaires de façon à pouvoir mieux discuter, réfléchir avec des acteurs non académiques. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon, cette présentation dans le détail des enjeux de Terrae. Maintenant, peut-être que Mathieu peut prendre la parole pour Metasoft. La parole est à vous. Très bien, merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui participent aujourd'hui et j'en suis ravi. Donc moi je vais vous présenter Metasoft. Donc on dit qu'on fait les sciences dures entre guillemets, mais Metasoft c'est en fait de la matière molle. D'accord, donc la matière molle c'est quoi? C'est typiquement des gels, des mousses, des liquides. Des solides relativement mous. Et l'idée, c'est d'essayer de développer un certain nombre de thématiques autour de la matière molle. Alors, j'ai préparé quelques petits slides pour que ça rende les choses un peu plus concrètes que je vais vous mettre. Est-ce que tout le monde voit quelqu'un peut me dire Vincent, c'est bon? Nous voyons tout à fait. Très bien. Vos slides apparaissent, je vous confirme. Alors, l'idée, c'est de créer une communauté au sein de PSL, de la science des matériaux et de la science des matériaux mous. Donc c'est typiquement à peu près 80 membres permanents et à peu près 300 thésards et postdocs. Et ça regroupe un certain nombre d'établissements, Chimie Paris, l'ENS, les mines, l'ENSAD et le SPCI, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs industriels qui font partie du board de Metasoft. Et il y a trois grands axes de recherche dans Metasoft, dont un et de mettre la matière molle au profit d'enjeux environnementaux. Alors, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Je vais repartager. Voilà. Elle apparaît clairement. Vous voyez la slide suivante là? Nous sommes toujours sur la slide de présentation du grand programme avec les... Ouais, je vais pas passer en plein écran. Voilà, ça suffira largement. Alors, il y a un premier axe du programme qui vise à développer ce qu'on appelle des matériaux programmables, les matériaux qui apprennent. Alors, depuis une 10-15 d'années, il y a tout un pan une discipline qu'on appelle les mécaniques, dont le but est venir créer des matériaux qui calculent, entre guillemets. Donc, on vient construire des nouveaux matériaux dont les propriétés ne résultent pas forcément de leurs propriétés chimiques, mais dont les propriétés résultent de leur géométrie. Donc on vient assembler des unités de base, on assemble ces unités de base, et en assemblant ces unités de base, on crée des matériaux qui se constituent en quelque sorte des portes logiques, c'est un peu le pendant mécanique de ce qu'on pourrait avoir en électronique, et qui sont capables de faire des tâches qui sont relativement complexes. Et le but de ce premier axe, c'est d'essayer de mettre en profit en fait la richesse des matériaux qui sont générés au sein de PSL et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut venir utiliser ces matériaux pour venir faire ce qu'on appelle de la robotique souple. Donc la robotique souple, ça permet en fait de faire des robots qui sont relativement complexes, de faire des robots qui n'ont pas besoin d'électronique pour faire des mouvements qui sont complexes. Donc il y a des spécialistes par exemple aux mines de Paris qui sont des spécialistes de la main. Comment est-ce qu'on peut venir reproduire des gestes qu'on fait tous les jours, mais qui en fait sont très très difficiles à reproduire avec des robots. Et donc l'idée, c'est de venir mettre en commun ces deux communautés, des gens qui font des matériaux et des gens qui font de la robotique, pour essayer de faire les futurs robots, les robots de demain. Il y a un deuxième axe qui vise à comprendre ce qu'on appelle les fluides complexes. Donc les fluides complexes, ça peut aller du tube dentifrice jusqu'au ciment. Donc c'est des matériaux, c'est des fluides qui sont en fait extrêmement compliqués à comprendre, qui peuvent changer, qui peuvent vieillir, et en fait on comprend assez mal la plupart des propriétés de chacun de ces fluides.
Et donc, il y a un certain nombre d'enjeux environnementaux qui sont liés à un certain nombre de ces fluides. Quand on parle par exemple du ciment ou du béton, c'est un impact énorme en fait sur la production de CO2 dans un pays. Et donc, essayer de comprendre la manière dont ces fluides complexes, réagissent, évoluent dans le temps, et essayer de comprendre les mécanismes fondamentaux, ça c'est quelque chose qui est un des deuxième axes du programme Metasoft. Il y a un dernier axe de Metasoft qui vise explicitement à mettre tous ces matériaux qui sont en fait des matériaux qui sont assez avancés vraiment au service d'enjeux environnementaux. Alors ça peut être l'utilisation, le recyclage ou l'upscaling du CO2. Ça peut être également des nouvelles manières de venir filtrer l'eau. Donc, par exemple, la manière dont se comporte l'eau à l'échelle de quelques nanomètres n'a rien à voir avec la manière dont se comporte l'eau lorsque vous ouvrez votre robinet. Et donc, c'est de comprendre le comportement des écoulements à des toutes petites échelles. Ça, c'est des enjeux fondamentaux. Et il y a une dernière axe qui vise en fait à essayer de voir si on ne peut pas développer des nouveaux modes de catalyse, donc pour venir accélérer les réactions, pour venir recycler ou réutiliser le CO2 sous des formes plus utiles. Donc ça donne un peu le cadre un peu général des thématiques qu'on aimerait voir se développer au sein de PSL. Et elles seront déclinées sous forme d'appel d'offres, d'appel à projet, où donc on invite l'ensemble des chercheurs de ces communautés à venir répondre à ces appels à projet. Donc il y a un certain nombre d'actions qui vont être déclinées au cours de ce programme. La première action, c'est les financements de thèses. Donc, il y a typiquement une dizaine de thèses qui vont être financées au cours de ces 5 ans. Le premier appel à projet a déjà eu lieu, et je profite du grand nombre de participants pour vous encourager à soumettre quelque chose lors de la prochaine année. On a fait exprès de faire quelque chose d'assez léger. C'est typiquement 3 pages. Donc n'hésitez pas à postuler à ces différents appels à projets. Et au-delà des appels à projets, il y a tout un certain nombre d'actions qui sont structurantes et qui visent à créer une dynamique et un sentiment de communauté au sein de PSL autour de cette thématique qui est la matière molle. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici et je vais laisser la parole à Thijs pour le dernier programme. Merci pour cette transition. Ouais, alors merci beaucoup d'abord, Vincent, pour l'invitation et bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je suis Thijs Stuyver, je suis un des co-porteurs de ChemAI. ChemAI, c'est un grand programme et le consortium est composé d'à peu près 50 chercheurs qui sont associés à Chimie ParisTech, alors ENSCP, l'ENS et aussi le ESPCI. Alors, le grand but du programme ChemAI, notre objectif, c'est de positionner les sciences chimiques à PSL à l'avant-garde de la transition numérique en chimie. Et le moment qu'on est là, qu'on restera là, évidemment. Alors, comment on veut faire ça? On veut d'abord continuer à développer nos capacités en intelligence artificielle. On a déjà des expertises reconnues à l'international en ce domaine ici à PSL, mais on veut encore renforcer et développer ça plus. Et en plus, on fait aussi faire le lien avec, les groupes expérimentaux pour vraiment assurer qu'on peut introduire les outils et les nouvelles approches de ces
technologies disruptives dans les différents groupes de recherche et pour vraiment accélérer la science, en fait, parce qu'on a déjà, on est très reconnu dans des domaines de chimie variés d'une manière traditionnelle, mais maintenant on espère que quand on va introduire les techniques et les outils de l'IA, que ça va encore améliorer la situation. Alors en pratique, comment on veut organiser cet investissement dans la transition numérique ici à PSL avec notre grand programme. Pour ça, je vais juste partager pour un instant un seul slide que j'ai fait sur ce sujet. Alors, c'est central dans le programme, c'est en fait le développement d'un Data Hub. C'est une plateforme où les chercheurs des différents groupes de recherche peuvent déposer leurs données. Et aussi, là, ça sera une opportunité d'échanger les données, aussi de trouver des données, par exemple, qui sont dans le domaine public, l'Internet. Et pour développer ça, on a déjà embauché en fait ce qu'on appelle un data steward, c'est un expert en IA qui va faire le développement du Data Hub, mais qui va aussi faire le tour dans les différents groupes expérimentaux et essayer d'établir des liens entre les experts qu'on a déjà en IA et les autres groupes de recherche en chimie. Et un autre but, c'est aussi d'identifier des opportunités pour appliquer l'IA ensemble avec les acteurs expérimentaux. Et alors, à côté de ça, le Data Hub et le Data Steward, on a aussi prévu plusieurs appels à projets. D'une partie, pour faire des investissements dans l'automatisation et l'adaptation des techniques de l'IA. Alors ça, je crois qu'on va faire 4 appels à projets, en total 600 000 €. Et alors, qu'est-ce qu'on espère de pouvoir financer avec ça? C'est par exemple des instruments pour l'analyse qui est moins semi-automatisé, comme ça qu'on peut faire plus d'expérience dans le même temps qu'avant. Aussi, par exemple, des bras robotiques pour aussi faciliter certaines manipulations expérimentales qui typiquement prend beaucoup de temps. Et à côté de ça, finalement, on a aussi prévu 4 appels à projets pour des thèses. Et là, l'idée, c'est que soit c'est un focus sur le développement spécifique des outils IA ou leur application dans des domaines spécifiques, ou soit c'est un focus sur l'automatisation. Et alors, concernant les domaines spécifiques de chimie où on veut vraiment appliquer nos capacités en IA renforcées, c'est en fait très divers parce que on a aussi des activités très diverses dans le département de chimie à PSL. Alors, d'un côté, on veut faire un avancement dans le materials, aussi les synthèses organiques et les transformations des petites molécules. Il y a aussi un axe concentré sur les phénomènes chimiques complexes qui ont une dépendance sur le temps. Et finalement, on a aussi un axe qui est plutôt fondamental,
on va essayer de faire des avancements dans les algorithmes IA spécifiques adaptés pour la chimie. Mais alors, quand on parle de la recherche responsable et surtout de durabilité et la transition écologique, là, la plupart de l'intérêt, je crois, c'est situé dans l'axe des matériaux. Mais j'imagine qu'on va parler un peu plus de ça en quelques instants. Tout à fait, Tess. Merci beaucoup pour cette présentation. Et en vous entendant tous les trois, en vous écoutant, donc on entend parler vous évoquez des projets avec des participations, une part de co-construction dans certains cas. L'enjeu des matériaux a été évoqué et finalement, il y a aussi un recoupement avec Terrae, si je pense à l'aspect agroécologique, mais qu'on trouve aussi dans Metasoft et KMI. Pour creuser la question donc, de la recherche responsable, l'une des questions sur lesquelles on pourrait également avancer dans cette conversation, c'est finalement les enjeux éthiques qui se posent autour de nouvelles manières de faire de la recherche, notamment le recours à l'IA, mais bien sûr, vos recherches ne se limitent pas à ce sujet, il est bien plus vaste, mais il a capté mon attention. Et puis aussi, la manière dont il serait intéressant d'entendre la manière dont vous évaluez la contribution positive des travaux en matière d'écologie et de durabilité. Bien entendu, c'est une question ouverte et vous pouvez aller bien au-delà. Je ne souhaite pas vous restreindre. Donc, voilà, peut-être que Stéphanie, vous souhaiteriez reprendre la parole pour initier cet échange tous les trois ensemble. Donc, on voit, enfin, c'est vraiment très intéressant d'écouter quelques présentations des autres projets. Et je me dis qu'il y aurait certainement des discussions à avoir entre certains projets qu'on aura dans Terrae avec vous. Sur les questions, la question peut-être des enjeux éthiques s'adresse plus aux autres projets qu'au projet de Terrae, parce que pour le moment, nous sommes en train d'initier des appels d'offres. Donc, il y a un appel d'offres en cours sur ce qu'on appelle des projets éclaireurs. Donc, je vais juste peut-être donner quelques précisions. Donc, qui va se clôturer le 28 avril. Hein. Donc, c'est disponible sur le site de PSL, la page des grands programmes. Vous pouvez retrouver. Et ici, nous demandons, c'est des projets avec un financement relativement réduit, mais pour financer une thèse, un postdoc, avec toujours cette demande d'avoir plusieurs disciplines et de construire cette proposition avec un acteur non académique. Nous avons aussi, donc nous aurons trois appels d'offres au cours des prochaines années. Et nous avons aussi ce que nous avons appelé les hotspots. Les hotspots, ça va être des projets de plus grande envergure et qui va impliquer un nombre de chercheurs de PSL plus important, mais avec toujours un peu ce même ADN, c'est-à-dire de l'interdisciplinarité et de la recherche transformative au sens où qui contribue en fait à pouvoir aider et accélérer la transition, donc en lien avec un acteur de la transition sociale écologique. Donc, c'est vraiment l'idée de la recherche-action, c'est-à-dire de la recherche au service du défi, enfin des besoins des acteurs non académiques. Et nous avons lancé pour le moment 2 hotspots. Je vais vous donner quelques exemples, ce qui va permettre d'illustrer un petit peu ce que peut être un projet Terrae, mais bien sûr, il y aurait 1000 autres projets possibles. Et bon, on n'aura pas le financement pour 1000 projets, mais en tout cas, nous avons lancé 2 hotspots, un sur la transition agroécologique. Et alors, dans l'idée de ce projet, donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec les acteurs d'un territoire. Et l'idée va être essayer de mieux comprendre. Nous avons un constat qui est de la nocivité. Il y a un consensus sur les effets néfastes des pesticides
Et il y a eu plusieurs tentatives politiques sur des plans éco-phyto qui n'ont pas du tout réussi à atteindre les objectifs qui avaient été décidés, qui avaient été retenus en matière de réduction de pesticides. Donc ça, on le constate depuis maintenant plus de 10 ans, voire plus de 15 ans. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a un échec politique à essayer de diminuer notre dépendance à ces produits pesticides qui ont des conséquences, comme nous le savons, sur les écosystèmes, sur les êtres humains, ont des impacts sanitaires. Donc, l'idée, ça va être ici de co-construire avec des acteurs, des exploitants agricoles, des trajectoires de transition agroécologique en travaillant, en essayant de comprendre leur représentation avec des rencontres de la concertation, donc vraiment en ayant un dialogue extrêmement poussé et de façon à voir, donc il y a plusieurs disciplines qui sont embarqués dans ce hotspot. Il y a des collègues en agroécologie, il y a des collègues en économie, il y a des collègues en droit. Je pense qu'il y en a d'autres. Donc vraiment, c'est vraiment cette rencontre, cette richesse, cette diversité. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple de hotspot, ça va être sur la sécheresse. Donc là, ça va être porté par un collègue de l'ENS qui travaille avec d'autres disciplines. Pour le moment, on n'a pas lancé. Et donc, on va continuer donc à présenter, discuter, rencontrer les collègues sur ces questions et puis seront proposés 2 rendez-vous prochainement en juin et juillet pour avoir des forums d'émergence pour discuter ensemble et voir comment on va construire, comment on va développer de nouveau il faut identifier 2 autres hotspots et donc l'idée, ça va être de se rencontrer aussi sur cela. Donc, c'est assez intéressant de vous écouter parce qu'on voit qu'on a finalement une méthodologie un petit peu différente, mais avec au cœur de nos projets la discussion entre collègues et aussi voilà ce que ma discipline peut faire et comment quelle va être l'utilité finalement de ce que je pourrais produire. Donc la question que moi j'aimerais vous poser, ce serait par rapport aux recherches que vous proposez de faire, quels vont être leurs usages, ou quelle pourrait être leur utilisation dans une transition. Alors, social écologique, c'est très large, donc on peut être sur des problématiques sur les sols, sur l'eau, sur des besoins de technologie, donc c'est extrêmement large. Mais en tout cas, cette question m'intéresserait. Et pour revenir un peu au terme de éthique, vous avez posé une question avec quels sont les enjeux, est-ce qu'il y a des questions d'éthique justement, parfois, quand on produit une connaissance, une technologie, une innovation, on peut avoir un usage extrêmement intéressant pour la transition, ou alors un usage beaucoup moins intéressant, voire néfaste pour la transition. Et ça, c'est intéressant de comprendre, enfin, je ne sais pas si vous avez ce genre de réflexion, et éventuellement, est-ce que vous avez pointé, identifié justement des points de vigilance à voir, de façon à faire en sorte que notre créativité, notre innovation, ce qu'on propose à la société ait globalement des effets positifs. Voilà. Et de limiter, on a souvent aussi quelques effets négatifs, mais au moins de les limiter. Donc je ne sais pas si ça a été pensé déjà au niveau de ce que vous proposiez et comment vous comptez travailler, réfléchir sur ces dimensions, sur ces volets. Merci beaucoup pour ce rebond sur la question éthique et sur l'interdisciplinarité qui fera l'objet d'ailleurs du second temps de l'échange auquel nous souhaitons accéder durant ce webinaire. Mathieu, Thys, est-ce que vous, je suppose que dans la rédaction de toute façon de vos projets, dans la conception de vos projets, la dimension éthique, mais aussi la réflexion sur la pertinence d'un point de vue écologique pour arriver jusqu'à l'objectif de transformation
positive pour le climat, pour la société vous anime. Quel est Mathieu, quels sont les points qui ont permis d'arriver et de concevoir Metasoft sur ce point? La matière molle, c'est quand même c'est un domaine qui a généré beaucoup de matériaux, et dont un certain nombre de matériaux qui sont quand même les plastiques, typiquement les polymères, qui sont au cœur d'enjeux écologiques vraiment, vraiment majeurs. Il y a une étude qui a été publiée par des chercheurs de Cambridge, qui a été repris assez largement dans la presse. Les gens se sont posé la question dans 2000 ans, si un archéologue dans 2000 ans, qu'est-ce qu'il retrouvera de notre civilisation? Il retrouvera probablement deux choses, du plastique et des œufs de poulet. Et donc le plastique, en fait, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment majeur. Et un des problèmes, c'est qu'en fait, il y a plein de plastiques qu'on ne sait pas dégrader. Et donc, typiquement, au sein de Metasoft, il y a tout un pan qui vise à regarder comment est-ce qu'on peut venir inventer de nouvelles méthodes pour venir dépolymériser des plastiques qui sont en fait extrêmement durs à dégrader de manière naturelle. Donc ça peut être des plastiques de tous les jours, hein. Le plastique de bouteille, on sait le faire, mais il y a plein de plastiques qui sont extrêmement durs à dégrader. Par exemple, les fibres textiles. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement dures à dégrader. À chaque fois que vous faites votre machine à laver, vous envoyez une énorme quantité en fait, de fibres textiles dans l'eau qui sont extrêmement dures à venir recycler. Et donc j'ai pris le plastique parce que c'est un exemple parmi beaucoup, mais la matière molle a comme généré beaucoup d'objets qui sont difficiles à dégrader, et donc il y a une forme c'est assez naturel en fait qu'on essaye de pallier à ce problème, essayer d'inventer de nouveaux matériaux, de nouveaux modes de dégradation de ces matériaux. Donc ça peut être les dégrader, ça peut être aussi les filtrer, et ça peut être aussi essayer de voir s'il n'y a pas des systèmes assez naturels qui sont capables de venir, par exemple, faire le travail à notre place. Par exemple, les algues ont une capacité à stocker du CO2 qui sont extrêmement intéressantes. Et donc ça, c'est un certain nombre de thématiques qui sont vraiment au cœur du programme Metasoft et qu'on souhaite développer. Il y a une forme de voie un peu morale, entre guillemets, à essayer de développer de nouveaux modes de synthèse de ces matériaux qui sont utiles dans la vie de tous les jours, on ne peut pas s'en passer, mais de fait, ils génèrent des enjeux environnementaux majeurs. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour cet axe. Tess, la réponse du côté de la chimie sur ces enjeux, où j'imagine qu'il y a une certaine marge de progression voilà, pour arriver à améliorer l'impact environnemental de la recherche. Oui, alors comme je viens de dire avant, l'idée de Camia, c'est vraiment d'appliquer les outils de IA pour accélérer la recherche en chimie en plusieurs domaines. Mais quand on parle de la transition écologique, je veux bien souligner deux projets spécifiques qu'on a en tête qui peuvent donner une partie d'une réponse. Et le premier, c'est la recherche en fait en les matériaux, ce qu'on appelle les perovskites. Les perovskites. Ça sont des matériaux pour des panneaux solaires. Et en fait, ça a déjà été démontré qu'avec ces matériaux-là, on peut arriver à un rendement, une efficacité qui est plus élevée que les panneaux solaires qu'on utilise maintenant, qui sont basés sur le silicone. Et alors en plus, ce qui est aussi très intéressant pour les perovskites, c'est que ils sont relativement faciles à produire parce que c'est en fait tu peux partir d'une solution et tu peux en fait l'imprimer. C'est comme des cristaux basés sur le plomb. Alors, ça peut aussi vraiment réduire le coût. Et alors, on peut imaginer que le moment qu'on est là, qu'on a vraiment optimisé ces nouveaux matériaux, ils vont
pouvoir rapidement déplacer les panneaux solaires silicone et accélérer la transition vers de l'énergie verte, en fait. Mais il y a encore évidemment plusieurs problèmes avec les perovskites. C'est pour ça qu'on ne voit pas encore les panneaux perovskites en pratique. C'est qu'on a encore des problèmes avec la stabilité et aussi, comme on est encore en train de trouver le maximum, l'optimum dans le rendement, il y a encore beaucoup de recherches sur la manière optimale pour fabriquer et la composition optimale pour arriver là. Et alors, le problème avec les expérimentations dans ce domaine, et en fait, on voit ça dans tous les expérimentaux chimiques, c'est qu'il y a tant de paramètres que tu peux varier. Il y a beaucoup de compositions différentes que tu peux essayer. Tu peux varier la température, tu peux varier le solvant, tu peux faire des manipulations avec la lumière et tout ça. Et tous ces paramètres-là, ils vont influencer le rendement, par exemple, que tu peux réaliser avec le matériel, le perovskite solar cell, par exemple. Et alors, dans le passé, c'était toujours une difficulté de trouver la manière optimale de fabriquer des nouveaux matériaux quand on essaye de développer quelque chose de nouveau. Mais alors, l'IA, ça donne vraiment l'opportunité de faire la sélection des combinaisons de paramètres d'une manière optimale. Et c'est basé sur les expériences qui ont été faites avant. Et comme ça, si on utilise ces techniques-là d'optimisation qui sont basées sur les données antérieures, ce qu'on appelle Bayesian Optimization, on peut arriver à la solution optimale d'une manière beaucoup plus efficace qu'avant. Et d'un partie, ça permet en fait, alloquer les ressources de la recherche d'une manière plus efficace parce que tu as besoin de moins d'expérience pour arriver au même résultat. Et d'une autre part, ça permet aussi d'accélérer en général le timeline sur lequel on va arriver à des perovskites qui sont très performants et qui sont stables et qui coûtent pas cher pour produire. Alors, là, je viens de parler des perovskites pour vraiment les panneaux solaires. Il y a aussi un autre sujet que je veux bien souligner ici, c'est par exemple notre recherche en ce qu'on appelle Metal Organic Frameworks. Ça, ce sont en fait des éponges microscopiques qui peuvent capter et aussi libérer, alors aussi stocker des gaz. On peut l'utiliser pour la séparation des gaz industriels, mais on peut aussi l'utiliser pour capter le CO2 et par exemple de le stocker après ailleurs comme que ça ne soit pas dans l'atmosphère. Alors ça, c'est aussi un matériel qui peut vraiment donner une solution dans la transition écologique. Et là, on est confronté avec la même problématique qu'il y a tant de compositions, tant de paramètres qu'on peut varier. Et l'IA nous donne vraiment un outil pour naviguer toutes ces possibilités de trouver la solution optimale dans un temps réduit, en fait. Ouais. Je crois que ça, c'est la contribution de ChemAI dans ce domaine.
C'est une belle et ambitieuse contribution. Alors, très modestement, parce que j'entends que pour les chimistes, silicium, ça évoque pour le public francophone le silicone. Donc, je me permets simplement d'ajouter, mais très modestement, cette information. Mais merci d'ailleurs beaucoup et infiniment, Tess, d'avoir accepté de tenir cet échange en français. Voilà, j'en profite pour rebondir sur cet élément, donc, lorsque tu parlais des panneaux solaires. Finalement, l'un des axes forts de la recherche, nouvelle manière de pratiquer la recherche, et notamment sur cette question environnementale, c'est finalement de combiner plusieurs disciplines. Et je voudrais, dans un second temps, vous interroger sur l'enjeu des croisements disciplinaires, qui finalement est déjà la toile de fond de vos échanges depuis que nous avons initié le webinaire tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous pourriez nous présenter, et peut-être, Tite, est-ce que tu pourrais poursuivre directement sur cette question transdisciplinaire que l'on retrouve et dans cet enjeu de recherche responsable et dans les grands programmes de recherche de PSL? Donc d'aborder la question des croisements, des interactions, le fait de côtoyer d'autres disciplines, d'autres manières de faire de la science, les interactions qu'on peut retrouver au sein de la manière dont les grands programmes ont été structurés, et par exemple sur KMAI. Ah ouais, ok, c'était adressé à moi. Je pensais qu'on commençait à nouveau Oui, pardon. avec Stéphanie. Oui, alors, je crois que pour nous, en KMAI, ce qui est très important à côté des actions spécifiques qu'on a prévues, c'est qu'on a aussi besoin d'une sorte de transition dans la culture. La culture de traiter et de valoriser les données, le data. Parce qu'en fait, ce qu'on perçoit dans la littérature, c'est que les chercheurs, la plupart du temps, ils vont seulement publier ou mentionner ce qui a bien marché. Mais ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on ne parle pas, c'est les 100 expériences qui ont été faites avant et qui n'ont pas marché. Et ce qu'on voit dans l'IA, c'est que ces expériences-là, tout ce qui n'a pas marché, que ça c'est extrêmement important pour développer des modèles performants. Et alors, si on veut vraiment avancer l'IA et alors accélérer la science pour la transition écologique, on a vraiment besoin d'une autre manière de travailler avec les data. On a vraiment besoin d'une culture de open science où on partage d'une manière standardisée les résultats scientifiques, et on a besoin de vraiment une collaboration, pas seulement entre les chercheurs dans un établissement spécifique, mais aussi dans le monde entier. Alors, il y a des initiatives qui existent déjà en chimie pour donner la possibilité de mettre toutes ces données d'une mode publique. Et là aussi, on veut jouer un rôle ici à PSL, d'une partie en développant des outils pour interagir avec ces bases de données publiques. Et une autre partie de peut-être aussi développer des standards pour le rapportage sur les expériences qu'on fait. Mais je ne sais pas si ça, c'est un peu une sorte de réponse à votre question, mais voilà.
Pour moi, là, effectivement, vous avez répondu et éclairé ma question. Je ne sais pas si ça a fait écho à certains aspects de Metasoft pour Mathieu, si sur ces aspects de transdisciplinarité, vous avez des points à avancer, à abonder, à souligner aussi dans ce que Tess nous a présenté sur cet enjeu. La gestion des données, c'est un problème qui est très important pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que pour l'IA, c'est absolument on va dire primordial d'avoir des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché. Ce qui est intéressant lorsqu'on essaie de construire un peu ces Metasoft, ce qui est intéressant d'un point de vue aussi éthique, c'est que les matériaux qu'on génère, d'une part, ils sont sur de problèmes, sur de pollution, mais on essaye aussi que ça se fasse partie dire que ce problème puisse se transformer en solution. Donc on a beaucoup parlé de l'IA, donc on peut rebondir l'IA. L'IA aussi a ce côté un peu ambivalent dans le sens où c'est extrêmement énergétiquement coûteux de venir entraîner des modèles. Mais d'une autre manière, ça peut être aussi une formidable outil pour accélérer la recherche. Je prends un exemple, par exemple, quand on veut simuler un système, on simule une équation, ça peut être extrêmement coûteux en termes de temps et d'énergie pour venir simuler cette équation. C'est vrai quand on veut simuler un fluide, quand on veut simuler quelque chose de mécanique, quand on veut faire de la dynamique moléculaire avec plein de molécules. Et l'IA, c'est une manière en fait de venir aussi accélérer ces temps de calcul. Donc d'un côté, ça peut être extrêmement énergivore d'entraîner ces modèles. D'un autre côté, ces modèles en fait peuvent servir à réduire l'empreinte énergétique. Et moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir ces deux côtés d'un point de vue éthique pour savoir où est-ce qu'on peut mettre le curseur. Et donc, quand on en science des matériaux, quand on fait des matériaux, en fait, on se pose cette question, c'est-à-dire que ces matériaux qu'on va générer ont une empreinte, mais en même temps, on peut se servir de ces matériaux pour venir résoudre ces problèmes. Et donc ça, c'est au cœur d'un certain nombre. Donc c'est là en fait où la transdisciplinarité est extrêmement importante parce que c'est important d'avoir les gens qui font des matériaux n'ont pas forcément toujours conscience de l'impact que ces matériaux vont avoir à long terme sur l'environnement ou sur les écosystèmes. Et donc c'est là où en fait où le dialogue entre un certain nombre de personnes de champs disciplinaires complètement différents est extrêmement important. Merci. Alors, artificiellement, mais là, j'avais noté en observant les programmes que sont Terrae et Metasoft qu'il y a une question d'enjeu de l'eau, hein, donc je mentionne sur les deux programmes. Stéphanie, je crois que vu l'enjeu et le fonctionnement de Terrae et les questionnements sur la transdisciplinarité, il serait intéressant à la fois que vous nous donniez votre point de vue sur ces questions et que vous nous en souligniez les enjeux, et puis peut-être aussi quelque part que vous nous résumiez les interactions qu'il peut y avoir de votre point de vue avec les deux autres programmes de recherche sur cette question. Oui, enfin, des interactions, on pourrait en avoir. Je pense que les questions qui ont été, les points d'attention qui ont été soulignés, hein, pour être vraiment discutés avec d'autres disciplines, parce que il y a eu déjà des travaux passés, notamment en sciences sociales, hein, sur ces enjeux, alors aussi en économie, par exemple, parce que je pense qu'aujourd'hui, cet arbitrage qu'on a entre, voilà, on va peut-être consommer plus, mais économiser d'un côté, donc, in fine, globalement, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir globalement un effet vraiment très intéressant à préserver, ou en fait, on peut quand même, on doit être extrêmement vigilant sur un certain nombre de points en apprenant du passé. Alors, l'histoire est remplie d'innovations, de progrès, de recherche, justement, où ces questions se sont posées et certainement, on n'a pas réussi à pousser la réflexion jusqu'au bout parce que c'était assez nouveau,
peut-être les questions étaient assez nouvelles ou pas. Et donc, aujourd'hui, on est à un moment où je pense qu'on est assez convaincus, hein, toutes et tous, de l'urgence et des enjeux, enfin de la taille des enjeux, hein, en matière écologique. Et on doit avoir une attention d'autant plus poussée, hein, sur justement ces arbitrages, en disant, là on peut déjà identifier qu'il y a des conséquences certainement il y a des tensions, c'est-à-dire il y a peut-être des choses assez contradictoires en termes d'effets positifs à attendre ou d'effets négatifs. Donc on génère, et c'est normal, c'est toute activité en fait provoque ça. Et donc mener la réflexion à l'aune de notre expérience, c'est-à-dire des décennies qui viennent de se passer, voir qu'est-ce que ça produit dans nos sociétés, comment c'est intégré dans un certain nombre de processus sociaux, technologiques, etc. Et in fine, aujourd'hui, si on regarde le passé, qu'est-ce qu'on peut en retenir, et donc ce qui permet d'avoir une réflexion sur ces questions dans les programmes actuels qui vont être beaucoup mieux informées, mieux documentées et donc beaucoup plus pertinentes, quoi. Donc ça, ce serait, je pense qu'il y a ce dialogue à avoir, alors peut-être avec plutôt côté humanité, côté sciences sociales. Je pense à nos collègues sociologues, mais pas seulement, hein, je pense aussi à mes collègues économistes. Donc il y aurait certainement une richesse. Nous, dans le cadre de Terrae, en fait, c'est ce genre de rencontre que nous voulons aussi susciter, hein, de façon à ce que on pense certainement à des coopérations entre disciplines qu'on connaît déjà, mais aussi celles qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire aller rencontrer la discipline, les outils, les réflexions, les résultats des autres, pour pouvoir essayer de l'intégrer, alors parfois pas forcément à notre recherche, mais aussi à la façon dont on se pose les questions et dont on commence à y réfléchir. Pas sur l'ensemble de nos questions, mais pour compléter, pour avoir vraiment une perspective beaucoup plus systémique. En fait, on revient à cette notion de systémique. C'est extrêmement compliqué d'avoir cette vision à 360 degrés, hein, et pour ça, on a besoin souvent d'avoir cette discussion réflexion, cette coopération avec les autres disciplines. Donc, je l'ai dit, hein, je le répète, dans le cadre de Terrae, nous, on l'a mis vraiment au cœur de Terrae, donc c'est un peu la condition, mais je pense qu'au-delà, on peut avoir des discussions avec des collègues qui sont dans d'autres grands programmes, et ce sera, je pense, particulièrement intéressant, et c'est aussi pour ça on crée des moments pour se rencontrer, donc pour se rencontrer, pour réfléchir éventuellement à se dire quel hotspot, vous voyez ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc voilà, des programmes un peu plus conséquents dans le cadre de Terrae, mais aussi des discussions qui ne vont pas forcément aboutir aujourd'hui à un programme, mais qui pourraient, un projet, mais qui pourrait dans quelques années aboutir à un projet avec vraiment des innovations, parce qu'on aura dans nos réflexions et dans nos pratiques et dans nos disciplines réussi à intégrer un certain nombre d'éléments des autres disciplines, et puis bon, on le fera avec les autres disciplines. Donc l'enjeu, c'est aussi de créer une communauté au sein de PSL en capacité d'aller discuter et réfléchir avec beaucoup de disciplines différentes, pas seulement celles avec lesquelles on travaille aujourd'hui, hein. Donc faire vraiment des ponts, et notamment entre, Anne l'a dit, sciences du vivant, physique, chimie, ingénieur, et aussi humanité et sciences sociales, où là, et produire une espèce de richesse et vraiment de vision et de compréhension systémique de ces enjeux qui sont au cœur de la transition sociale écologique. Merci beaucoup pour cet effort de synthèse de cette première partie de l'échange. À présent, je vous propose d'ailleurs, après cet encouragement aussi, oserais-je dire, à poursuivre un dialogue, peut-être sous ce format entre grands programmes, autour d'enjeux scientifiques, de passer aux questions-réponses. Avec le public, avec simplement 2 points. Nous allons débuter par 2 questions que nous avons reçues dans le chat durant vos interventions. Et il y aura aussi une alternance avec des mains levées
pour les personnes qui sont en ligne. Alors, lorsque vous lèverez la main et qu'on vous attribuera la parole, je vous demanderai de nous préciser, de vous présenter tout simplement, en nous précisant dans quel établissement de PSL vous êtes, quelle est votre fonction, si vous êtes scientifique, dans quel grand programme vous inscrivez, ou d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de participer à un grand programme pour prendre la parole. Toutes les questions sont les bienvenues. Alors, je bascule, change d'écran. Et finalement, peut-être qu'on va prendre la question d'Edith. Si Oui, Bonjour, bonjour à Edith. toutes. Oui, bonjour. Donc, je suis Edith Buzer, je suis directrice adjointe de la recherche à l'École des Arts Déco PSL. Je vous remercie pour vos interventions extrêmement intéressantes. J'avais plus particulièrement une question pour toi, Stéphanie. Il se trouve que hier, en fait, j'ai assisté avec Emmanuel Mahé au cocktail de l'innovation organisé par la NRT sur la place du design, notamment dans le champ de l'innovation. C'était assez intéressant. Il y avait beaucoup d'exemples autour des questions environnementales. Et du coup, il y avait beaucoup aussi de questions concernant les indicateurs d'impact. C'est un peu le sujet aussi que tu abordais tout à l'heure, avec peut-être aussi, et je pense que ce serait intéressant d'y réfléchir dans le cadre des grands programmes de recherche, des réflexions autour d'un renouvellement des approches qu'on a sur des indicateurs d'impact en termes de TRL qui sont parfois assez limités, notamment quand il s'agit d'approcher des innovations plutôt sociales et pas seulement technologiques. Et on voit bien que les défis environnementaux étant extrêmement larges, on ne peut pas uniquement avoir des approches voilà, liées à la technologie. Du coup, en fait, il semble qu'il y ait déjà des travaux de recherche concernant des social readiness level, qui serait un peu une alternative au TRL. Et je voulais savoir si, notamment dans le cadre de TRE, et évidemment, je redis combien l'ENSAD, l'École des Arts Déco Paris PSL, sera ravie de contribuer aussi à ces échanges dans le cadre de TRE. Est-ce que toi, c'est des choses sur lesquelles tu penses travailler? Et plus largement, est-ce que les indicateurs, quels seraient les indicateurs d'évaluation des travaux de recherche qui pourraient être justement pertinents au-delà des publications scientifiques, enfin des indicateurs qu'on connaît bien mais qui reste assez classique. Et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'agences de financement. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais à Dauphine, des échanges qu'on avait avec les personnes de la Commission européenne qui, justement, voyaient bien que l'impact ayant pris beaucoup d'importance dans le cadre de l'évaluation des projets, et on sait que dans les projets Horizon Europe, sur le pilier 2, l'impact compte pour un tiers de la note. Donc, on voit bien quand même qu'il faut là aussi renouveler, au-delà des recherches proprement dites, la question des indicateurs d'impact. Voilà. Merci beaucoup. Et Mathieu, on est évidemment ravis. En tout cas, encore merci des contributions qu'on pourra apporter dans Metasoft. En tout cas, voilà, on est enchantés de pouvoir participer à ces grands programmes. Merci. Merci Edith. Je réponds directement ou on prend une autre question? On peut commencer directement par la réponse, Stéphanie, si vous voulez. Merci. Alors, la question effectivement d'indicateurs ou plus largement de reporting, d'évaluation, c'est des questions vraiment qui traversent beaucoup d'activités différentes. Et je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, face aux enjeux, on est sur… hier, j'étais en cours avec des étudiants et on parlait de sobriété. Donc, on essayait de réfléchir, qu'est-ce que c'est une politique de sobriété? Ça n'a rien à voir avec une politique d'efficacité. Hein. C'est une politique de sobriété, ça n'a rien à voir. Et il y a une large dimension culturelle. Et donc, on doit effectivement générer des actions pour changer les représentations. Ce que j'ai mentionné très rapidement, trop rapidement certainement, sur le hotspot, sur l'agroécologie, c'est vraiment ça qui est en question. C'est quelle est la représentation en fait des agriculteurs dans l'usage de ces produits, leur dépendance aux produits, etc., ou des autres acteurs du secteur. Pourquoi on n'arrive pas, alors même que le constat est là, c'est-à-dire les problèmes que posent ces produits, que ce soit en termes de sol, de qualité de l'eau, aujourd'hui, c'est largement documenté depuis longtemps. Et nous avons aujourd'hui des problématiques gigantesques qui se posent. Donc,
pourquoi on n'a pas réussi à infléchir les pratiques? Est-ce qu'il y a vraiment une question de nécessité chimique? Je vais peut-être l'exprimer mal. Non, ça a montré que ce n'était pas le cas. Donc, on est sur cette dimension culturelle. Donc, se pose la question de dire comment on arrive à suivre ça. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas identifié un projet spécifiquement sur ces questions, mais ces questions, bien sûr, vont se poser, sont quand même discutées. Là, on a des collègues, un certain nombre de collègues, notamment à Dauphine, qui réfléchissent plutôt à des questions autour des entreprises, autour… Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'Europe, les entreprises vont avoir l'obligation, si elle est maintenue, de rapporter un certain nombre d'indicateurs. Et donc, c'est vraiment le choix de l'indicateur est d'une importance cruciale. Donc, au-delà de l'effort qui va être demandé aux entreprises ou même à nous, établissements d'enseignement supérieur, hein, nous sommes redevables d'un certain nombre d'indicateurs vis-à-vis des tutelles. Donc, c'est des questions qui vraiment traversent tous les secteurs, toutes les activités. Donc, je pense que sur le projet là, qui est en train de se dessiner autour des questions plus en lien avec des entreprises industrielles, il y aura ces questions et la dimension, effectivement, au-delà du technologique, comment on fait, comment on suit, en fait. Donc là, je n'ai pas de réponse, mais c'est des questions qui sont, voilà, qui sont discutées. Certainement, il y a déjà eu de la production scientifique qui peuvent un petit peu nous aider à encore poursuivre la réflexion. On n'a pas atterri hein, sur ces questions, mais je pense qu'elle est tout à fait urgente et nécessaire. Hein. En tout cas, je partage ton constat, Edith, de cette nécessité et dans beaucoup de secteurs différents. Merci beaucoup. Edith, avez-vous un rebond sur cette question, un complément, ou est-ce que je prends une autre question? Non, merci beaucoup Stéphanie. On pourra évidemment reprendre cet échange qui nous intéresse aussi vivement, d'autant plus que dans le champ de l'art et du design, c'est vrai qu'on a nous-mêmes aussi un peu cette quête de légitimation de nos pratiques de recherche et de montrer en quoi justement ça contribue effectivement à des transformations sur les territoires, notamment en lien avec tous les programmes qu'on est en train d'implanter sur les territoires. Donc, en effet, moi, je serais ravie, en tout cas, s'il y a un groupe de travail qui travaille sur ces sujets dans le cadre des grands programmes ou plus largement dans le cadre de PSL sur le comité de pilotage, je serais en tout cas ravie de pouvoir y contribuer. Ça fera un groupe de travail en plus, mais… J'ai retrouvé les dates des forums émergence, juste je les donne pour partager. Hein. Donc, on va avoir un premier… Voilà, cette rencontre pour discuter de l'ensemble des sujets le 23 mai et on va avoir certainement un autre le 2 juillet. Voilà. Donc, mais ce sera sur le site. Hein. Mais ce sera avec grand plaisir. On va prendre 2 ou 3 questions, Vincent, si vous voulez bien, parce que si on répond à chacune des questions, on va à la suite, on va déborder. Il nous reste peu de temps, donc 2 ou 3 questions à la filée, puis on laisse la réponse aux intervenants. Merci. Merci. La parole est à Cédric Dalmacio. Oui, merci beaucoup Vincent. Donc Cédric Dalmasso, je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines de Paris au sein du Centre de gestion scientifique dont j'assure la direction. Et je suis également porteur d'un programme d'amorçage atypique qui a été évoqué en introduction. Je voulais évoquer quelques points. Déjà, un grand merci de ce partage et de l'échange avec vous. J'ai trouvé extrêmement stimulant, d'une très grande richesse. Et c'est pas le lieu ici, mais ça a fait le lien avec plein de recherches qu'on mène déjà au sein de PSL. Je pense aux actions de recherche menées dans le cadre de l'ENAMOMA avec l'ENSAD, Dauphine et les mines. Et Mathieu, j'avais très envie de poser plein de questions sur le textile, le lavage. Donc, ce n'est pas le lieu, je pense qu'on aura d'autres occasions d'échange. Et pour le jeu de la question, je me disais, Stéphanie, on a évoqué effectivement les sciences humaines et sociales, on a parlé de recherche-intervention, et je me demandais quelle était la place des sciences de gestion qui ont une longue tradition, que ce soit à Dauphine ou à l'École des Mines de recherche-intervention. C'est une petite date j'ose même pas dire la date. Et comment aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments aujourd'hui sur l'implication des sciences de gestion? Est-ce que c'est un point absent? Et si oui, lesquels? Bref, comment vous saisissez de tout ça?
Alors, dans le cadre du comité de pilotage, il y a une collègue dauphinoise qui est en sciences de gestion. Et donc, nous savons qu'il y a un certain nombre de projets qui vont être déposés dans le cadre de l'appel à projet éclaireur, hein, avec des collègues en gestion. Donc, pour le moment, on n'a pas, mais on a eu déjà des retours de collègues très intéressés et qui commencent à écrire leur projet, enfin une soumission pour avoir un financement. Donc, les sciences de gestion sont là et bien là, quoi. Enfin, on aura peut-être quelques projets éclaireurs qui vont embarquer quelques collègues gestionnaires. Alors, merci pour cet échange. Avons-nous une ou deux dernières questions, peut-être cette fois pour Tess ou pour Mathieu? Je me tourne vers la salle. Pour le moment, je ne vois pas de main Je veux bien levée. poser une question s'il n'y a personne. En fait, vous nous avez vraiment tous très bien parlé de l'interdisciplinarité. Ma question est de sa nécessité, hein, donc je ne reviens pas dessus. Ma question, c'était plutôt quels outils pour déclencher cette interdisciplinarité. Donc, je sais que Terae a des outils, on en a déjà entendu parler. Un autre dispositif que PSL a mis en place, c'est les tests binomés, où on a donc deux doctorants, doctorantes qui travaillent sur le même sujet, mais en provenance de disciplines différentes. Et donc, je voulais vous poser la question plus générale. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Comment on fait concrètement pour construire l'interdisciplinarité? Et est-ce que vous avez des autres suggestions à nous proposer pour la communauté? Vas-y, Tess, tu as l'air de vouloir dire quelque chose. Je crois que déjà dans nos grands programmes, il y a une certaine forme d'interdisciplinarité parce qu'on parle de vraiment introduire les outils d'IA qui est vraiment sciences des données, mathématiques, sciences des computer science, dans la chimie et aussi le biochimie et tout ça. Mais il est vraiment, j'assume que votre question, c'est plus large. Et pour ça, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment développé des outils où on n'a pas vraiment fait une réflexion profonde. Alors peut-être ça, c'est quelque chose qui doit encore se passer parce que je vois surtout que les transitions et tout ça, peut-être il y a vraiment des leçons à apprendre de ce qui se passe, par exemple, en terrain, même dans la transition en termes de la culture autour des données et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement un enjeu dans la chimie, c'est aussi d'une manière plus générale important, je crois. Moi, j'ai une question aussi. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et on voit bien là, alors que ce sont des projets différents, comment ils contribuent aussi à la question de la transition écologique, des problèmes de décarbonation. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez les uns et les autres prévu des moments d'information sur l'évolution de vos travaux? Par exemple, vous avez à un moment donné avancé sur un tel résultat. Est-ce que vous avez trouvé, vous avez une newsletter, quelque chose qui permette de suivre vos travaux, voilà, au fil de l'eau? On a tous donné un site web. Alors, l'idée, je crois que c'est d'une partie de communiquer vers par cet endroit. En plus, on a chaque 6 mois, on organise un assemblée générale en fait qui est ouverte à toute la communauté, mais si on peut encore élargir ça évidemment. On n'a pas encore vraiment prévu un newsletter, mais peut-être ça c'est aussi quelque chose qu'on peut discuter avec Vincent après
ce webinaire. Merci beaucoup. Je peux répondre aussi, puis je vais répondre aussi à Anne. Donc, vraiment, dans le cadre de Terrae, on a beaucoup réfléchi à la façon justement de faire émerger ces hotspots. Et donc, on va se faire accompagner. Donc, on a identifié, il y a eu un travail qui a été fait et on a sélectionné une association qui va nous accompagner pour faire émerger un projet interdisciplinaire. Voilà, c'est notamment pendant les journées là, que j'ai mentionnées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour te répondre, Moob, nous avons prévu dans le cadre de Terrae ce qu'on appelle alors je ne sais pas si on va appeler ça séminaire ou en tout cas moments de fertilisation croisée. Ah oui. Donc, où l'ensemble des projets, et c'est vraiment une condition, c'est-à-dire quand on rentre dans une communauté, quand vous portez un projet, que ce soit en agroécologie, que ce soit sur les stratégies de décarbonation profonde dans l'industrie, ou que ce soit sur les sécheresses, enfin peu importe, vous rentrez dans la communauté Terrae et vous prenez l'engagement de venir discuter avec les autres, bon, quelquefois dans l'année, enfin, ce ne sera pas un nombre excessif de réunions, mais de pouvoir présenter où on en est, et de pouvoir écouter et de partager, quoi. Parce que vraiment, on a besoin de se rencontrer, et aussi pour cette approche systémique, c'est-à-dire qu'on est sur des enjeux de l'eau, mais ce sera extrêmement intéressant de comprendre comment, par exemple, le changement de représentation en matière de transition agroécologique a un lien avec, bien sûr, l'usage de l'eau, ou même en termes dans des usages plus industriels. Donc, c'est séminaire ou je sais pas, enfin, moment de fertilisation croisée. Donc ça, c'est quelque chose, on a réfléchi, on le fera, et tout le monde, tous les gens qui sont impliqués dans des projets le seront. Et je pense que ce sera ouvert. Donc ce sera aussi le moment d'aller écouter les résultats, mais ce sera vraiment, on cherchera à vraiment faire discuter. Et donc, je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant, même si on n'est pas dans un projet, de venir parfois pour comprendre aussi en termes de méthode et en termes… je pense que les méthodes qu'on va appliquer seront assez aussi innovantes, en tout cas pour un grand nombre d'entre nous, où on a encore des pratiques très, très disciplinaires, même si on a un petit peu travaillé avec d'autres disciplines. Donc là, ça va vraiment changer nos pratiques de façon assez radicale, je pense. Si je peux juste ajouter un petit point, il y a eu trois grands programmes qui sont mis un peu en commun pour recruter une personne qui est dédiée à la communication auprès de ces grands programmes. Donc ça peut être la communication au sein de la communauté, mais ça peut aussi être la communication auprès du grand public. Et ça, c'est extrêmement important, notamment pour l'acceptation que le grand public a de la science, d'autant plus en ce moment où il y a un certain nombre de vents contraires qui ne sont pas forcément favorables à la science. Et donc, il y a des actions spécifiques qui vont être menées pour communiquer auprès du grand public, pour que ces grands programmes puissent rayonner un peu au-delà aussi juste du monde académique de PSL. Merci. Mathieu. Ok. Monsieur le Président, je crois que la parole est à vous. Alors, je vais laisser Anne conclure, et puis je dirai un dernier mot. Ok, ben merci à toutes et tous, déjà les participants et les participantes à la table ronde, et puis aussi évidemment les gens qui nous ont écoutés pour ce premier événement. Je voudrais remercier tout particulièrement Vincent Petit qui a préparé et animé la table ronde. Merci Vincent et bravo. Merci, Anne. On a entendu parler de recherche responsable aujourd'hui, un peu sous toutes les formes, hein, à la fois les pratiques de la recherche responsable, par exemple, voilà, le partage des données, même les résultats négatifs. Ça, c'est la recherche responsable. Ça évite que quelqu'un d'autre fasse la même chose, et aussi, ça nous donne beaucoup d'informations. Mais aussi, évidemment, on a beaucoup parlé de comment faire de la recherche qui va servir à la société, en particulier autour de la transition. Donc, tout ça, c'est des thèmes qui sont évidemment très importants pour l'université PSL. Hein. Vous savez tous que
des transitions, c'était un de nos grands axes dans le dernier appel à projet Excellence qu'on avait gagné. Ça tient à cœur vraiment à une très grande partie de la communauté. Et je pense que c'est reflété dans l'apparition de ce grand programme Terae dont on a entendu parler aujourd'hui et qui est entièrement dédié, même si bien évidemment dans d'autres grands programmes, donc les deux qu'on a vus là, mais pas mal d'autres aussi, on retrouve toujours ce fil conducteur de l'impact sur la société et des transitions. Donc voilà, merci à toutes et tous et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Non, mais je voulais juste vous remercier. D'abord les intervenants, vraiment c'était extrêmement intéressant. J'espère que l'objectif qui est de faire connaître ces programmes à l'ensemble de la communauté est atteint, en partie en tout cas, certainement vu le nombre de présents, environ 74, 80. Je pense que le fait de pouvoir avoir un enregistrement va faire que nous allons relayer encore plus. On va essayer de passer par les laboratoires de recherche aussi. Mais j'insiste à ce que les communautés, dans leur ensemble, y participent, y compris les personnels administratifs, les étudiants, etc. Ça me paraît essentiel que ça ne reste pas dans le giron uniquement des enseignants. Merci à l'équipe parce que franchement, on a eu cette idée comme ça en se disant ce serait super que on puisse faire partager ces grands programmes de recherche et ça a été fait. Voilà, et grâce à Émilie Brémond, bien sûr, Yuriko Hirohata pour la recherche, la direction de la recherche, grâce aussi à évidemment Vincent Petit qui a fait un très grand travail de coordination et puis et aussi mes deux acolytes, Anne et Stéphane, qui sont toujours très enthousiastes à faire ce genre de choses. Alors, nous allons avoir un prochain séminaire bientôt. On ne va pas vous annoncer la date parce qu'on ne l'a pas encore, mais ce sera fin juin, c'est ça, Émilie quelque chose comme ça. Je vous demande vraiment de faire diffuser l'information dans vos établissements le plus largement possible. Et puis, j'aimerais aussi qu'on invite plus largement l'ANR, des organismes extérieurs qui voient vraiment l'intérêt de ces travaux. Moi, qui suis tout à fait vraiment agréablement surpris par le contenu et l'interdisciplinarité en marche. Donc, il faut absolument faire connaître tout ça. Voilà. Et je vous laisse. Oui, je voulais juste qu'on remercie aussi Sandra Desmoulins, la directrice de la com. Bien sûr. Et puis, en fait, il y a une personne qui a été recrutée pour faire la com des grands programmes et elle s'appelle Claire Viandel. Claire Viandel, voilà. Qui est parmi nous aussi. Et Kevin Lamotte, du coup, du partage des savoirs. Moi, Kevin Lamotte. Voilà. En tout cas, franchement, toute l'équipe est super mobilisée. Et ça a été fait extrêmement rapidement et bien. Et on va continuer à faire ça pour tous les autres programmes. Mais peut-être qu'on vous donnera rendez-vous à vous, trois, dans un an ou un an et demi, pour reprendre un autre cycle, pour savoir où vous en êtes, vos résultats, et partager davantage les premiers résultats. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, très bonne journée à toutes et à tous, et merci à toute l'équipe. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée.